Les amis, on est parti. Bien, c'est fait. On rentre dans le dur du sujet. Le contenu, c'était sympa, agréable, doux et fun. Là, on aborde une partie beaucoup plus complexe. Sixième rencontre, sixième épisode. C'est l'épisode où on se fâche un peu. L'épisode du search. Le search, c'est assez compliqué. Je vais essayer de vous simplifier le plus possible, mais le search, c'est assez compliqué. On va regarder ensemble ce qu'on peut sortir du search ou au moins d'une première partie du search avant de, et donc désolé de ce décalage, on fait un cours sur le search et on fait le workshop qui aura fait au cours précédent parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire précédemment. Donc juste avant, récapitulatif du cours sur les stratégies de contenu avec le GOAT que vous connaissez tous, Red Bull, parce que Red Bull, c'est un exemple de magnificence de stratégie de contenu, à l'opposé de Coca, qui fait vraiment de l'égocentrisme total. On a le fameux POE, le poème, qui comment est-ce que je distribue le contenu que j'ai fabriqué. Les fameux, et on va en reparler aujourd'hui, les fameux micro-moments que Google distingue pour savoir dans quel contexte se trouve celui qui fait la recherche pour lui apporter la réponse la plus pertinente possible. Je vous avais demandé de travailler maintenant sur les... on n'a peut-être pas fait cet exercice-là encore, de travailler sur les nanomoments. Ok, bah c'est un exercice... si on a fait, micro-moment, nano-moment, bon, donc c'était petit reproche sur GEM et sur votre capacité. Vous avez une bonne capacité d'écoute, une bonne capacité d'analyse, un bon niveau général, mais vous êtes très lent à mouvoir. Et quand vous faites des... Je explique pourquoi. Et quand vous faites des workshops, les deux qui ont fait le workshop résumé du bouquin, qui ne donnent pas du tout le fruit du travail au reste du groupe, qui n'en a rien à foutre. Tu as fini le résumé du bouquin, envoie le copier-coller, mail, envoyer. Donc, vous ne bénéficiez pas de tous les workshops. Donc, il faut qu'à la fin de chaque workshop, vous fassiez un petit 2-3 minutes de regarde mon résumé du bouquin, je t'explique le bouquin de Gary Vee, enfin, c'est celui-là, Day Trading Attention. Je t'explique pourquoi il a écrit le bouquin, pourquoi le titre est important, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et toi, de ton côté, tu m'expliques les micro-moments parce que c'est aussi bien Gary Vee que les micro-moments sont des choses extrêmement importantes. Pareil pour la curation. Les deux ou trois qui ont travaillé sur Instapaper ou sur Pocket App, c'est dommage que les autres ne profitent pas de ce que vous avez appris sur Instapaper parce que c'est un super logiciel hyper utile, aussi bien pour les études que pour une revue de presse ou une veille dans l'entreprise. Et je disais que vous êtes lent, et c'est pour ça que moi ça me frustre un petit peu. Vous êtes très lent à passer en workshop. Bien un bon quart d'heure avant que vous commenciez à bosser le workshop, parce que le temps de faire les groupes, le temps de regarder, le temps de machin, le temps de boire un café, et vous êtes très lent à revenir en cours. Donc, ça veut dire que globalement, sur 3 heures, on peut faire qu'une seule période de workshop, parce que le temps de se mettre en workshop, le temps de sortir de workshop, bah, déjà rien que là, on a mangé 20 minutes. Donc, je serais ravi de pouvoir faire plus de petits workshops. On dit, allez, hop, on se met en workshop 15 minutes. Et bien sûr, si on a un workshop de 15 minutes, il faut s'y mettre tout de suite, donner la réponse tout de suite, et hop, on fait un peu de cours. Ce serait moins, à mon avis, pour vous, ce serait moins boring d'avoir comme ça ces mises en exercice beaucoup plus rapides. Mais ce n'est pas le cas, donc passons rapidement. Donc le EAT est important, je pense qu'on l'a vu, le No Story, no Story, No Business, la fameuse différence entre le brand content et le content marketing, le native, le gated content. Donc ça, c'était le cours précédent. Et aujourd'hui, on va se lancer dans ce cours-là qui est assez complexe. Donc, sans plus, without further ado, comme on dit, sans plus d'introduction, on y va. On parle de search et une des parties majeures, attention, une des parties majeures, mais ce n'est pas la seule du search, c'est le SEO, Search Engine Optimization. On dit bien engine, j'entends beaucoup de engine, c'est engine, Search Engine Optimization, donc le fameux SEO. Alors attention,
Vous savez qu'en début de cours, je place toujours les cartouches importantes et les concepts importants. Concept important, le concept de visibilité. Oui, C'est quoi le O, je l'ai dit, pardon. optimisation. Si. Je dis en anglais un peu vite, je suis désolé. Ouais, merci. Optimization. Search Engine Optimization. Bon. Attention, matrice 2,6. Ça fait 12. Il y a deux types. Tout ce qu'on va voir sur le search, c'est est-ce que je suis visible? Ou si on veut le prendre à l'envers, est-ce que je suis trouvable? C'est la même chose. Est-ce que je suis visible? Avec, attention, une première décomposition. Est-ce que je suis visible dans les moteurs d'index, première division, et deuxième division, est-ce que je suis visible dans les large language models qui servent de matière à l'IA pour formuler des réponses? Donc, en gros, je prends un sweat Nike, donc je vais prendre Nike. Quand je demande à Google quelle est la marque de vêtements de sport la plus appropriée pour faire du tennis, si je suis Nike, je veux que dans les réponses de Google, on va voir ça tout à l'heure, il y ait le site Nike en première ou deuxième position. Quand je recherche dans Instagram fabricant de sport à la mode, je veux que mon compte Insta arrive en première, deuxième position. Tout ça, écoutez-moi bien, tout ça, c'est du search, de l'index qui date d'il y a une bonne vingtaine d'années. C'est une méthodologie de search pour être présent dans les résultats des, attention, moteurs de recherche qui indexent le web. Et attention, il y a un deuxième pan avec un autre moteur qui n'a rien à voir avec le premier moteur que vous connaissez déjà de Google, un deuxième pan qui est le moteur des intelligences artificielles. Et quand je demande à ChatGPT, ChatGPT, quelle est la meilleure marque de sport pour faire du tennis? Ben, il faut que ChatGPT me réponde. Il y a beaucoup de marques de sport, parce que vous savez que ChatGPT, il fait de l'enrobage à la con. Il y a beaucoup de marques de sport qui sont intéressantes pour faire du tennis. Si nous considérons le dernier Open, machin, il fait un blabla, blablabla. Et à la fin, il me dit que plusieurs marques sont à considérer. Et là, il faut que Nike apparaisse. Et ces deux choses-là sont deux moteurs complètement différents. Imaginez que le moteur d'indexation des sites Internet, c'est un moteur à explosion classique dans lequel on met de l'essence. Le moteur de l'IA, c'est un moteur électrique dans lequel on ne peut pas mettre d'essence. Ce n'est pas le même moteur. Ce n'est pas la même technologie. Ils n'ont rien à voir. Mais le but est le même pour les moteurs, c'est de faire avancer une voiture. Mais il y a un moteur à explosion qui a ses caractéristiques et il y a un moteur électrique qui a ses caractéristiques. Ben pour le search, c'est pareil. Il y a un moteur d'indexation des sites Internet, principalement Google, qui fait ça. Et de l'autre côté, il y a des large language models et qui font aussi, non pas de l'indexation, mais qui font une recherche statistique sur le mot le plus probable. Et il faut donc être visible, j'en viens à ma visibilité, qui se divise donc en deux, il faut être visible aussi bien d'un côté que de l'autre. Et je dirais même pas aussi bien d'un côté que de l'autre, encore plus en IA qu'en standard. Pourquoi? Parce qu'en standard, si Nike n'est pas visible dans la page de réponse de Google, bon ben, vous avez raté un client. C'est pas bien grave. Mais si Nike n'est pas présent en intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, elle a prévu de faire des actions derrière. Donc, une fois que l'intelligence artificielle vous a répondu, je pense que c'est Nike la meilleure marque, il y a beaucoup d'API, beaucoup de logiciels qui vont prendre cette réponse et générer des commandes d'articles de sport. Donc, on va mettre l'intelligence artificielle dans nos logiciels d'approvisionnement et on va être approvisionné par la marque la plus en avant dans, non pas le moteur de recherche, mais dans l'IA. Donc, il faut être présent des deux côtés. Et comme c'est deux moteurs différents, il y en a un qui marche à l'essence, un qui marche à l'électricité, ben, il y en a un, Google, qui marche
avec un certain nombre de choses, et puis un autre, on va prendre Perplexity ou ChatGPT ou Mistral, la boîte française. Il y en a un autre moteur qui marche à autre chose. Et donc, il faut être présent des deux côtés. Donc, deux entrées à la visibilité. Bien comprendre ça. Et deuxièmement, après, on peut distinguer en fonction du canal, en fonction de l'omnicanalité, en fonction, on dirait en anglais, des marketing channels. Il faut considérer la visibilité. Et alors, ne vous faites pas berner. Ou je sais que je ne vais pas vous berner, mais il y a beaucoup de gens dans l'entreprise qui cherchent à vous berner, enfin pas vous, mais qui cherchent à berner tout le monde là-dessus. Il y a une énorme différence entre le web et le mobile. Il y a beaucoup de DSI qui disent, ou de CTO qui disent, non, mais comme le site, notre website, il est responsive web design, RWD, c'est pas la peine d'avoir une app parce que les gens sur leur mobile, ils ont qu'à arriver sur le site et ils voient la même chose que sur une app. Donc, c'est pas la peine de faire une app. Et les gens qui disent ça, c'est des gros abrutis. On ne peut pas dire ça, c'est une ineptie de dire ça. Vous savez bien, vous qui utilisez des apps tous les jours, que ce n'est pas la même chose d'ouvrir un navigateur sur le mobile, de taper une URL sur le mobile, de cliquer sur l'URL dans le mobile, de se loguer, mot de passe, login sur le mobile, pour enfin avoir une présentation. Une app, c'est le logo est toujours sous vos yeux, vous cliquez dessus, vous êtes dedans. Une app, elle va permettre de faire de la notification, des push, elle va permettre de faire plein de choses qu'un site Internet ne peut pas faire. Il y a bien quelques essais de notification avec des PWA, Progressive Web Apps, mais je vous passe les détails, c'est trop technique. Mais il y a une différence fondamentale entre le web et les apps. Par lever de main dans la classe qui, dans son entreprise, a déjà des applications qui sont disponibles sur les magasins d'applications. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, bravo à ces 7-là. Maintenant, deuxième question. Comme vous avez des apps professionnelles ou des apps qui sont sur les magasins d'apps, est-ce que les apps sont facilement trouvables? Est-ce que si je tape le nom de votre entreprise, votre app arrive en premier? Est-ce que si je tape le domaine d'activité de votre entreprise, est-ce que votre app arrive en premier? Si oui, bah, doublement bravo. Bravo d'avoir une app et bravo qu'elle soit bien référencée dans les magasins d'applications. Sinon, il faut faire un travail qui est de accroître, je reviens à la visibilité, accroître la visibilité de vos applications. Et pour tous les autres, c'est-à-dire les 45 autres qui n'ont pas d'application dans leur entreprise, c'est honteux. Chaque entreprise devrait avoir au moins 5 sites Internet et au moins une, voire 2 applications. Et ceux qui disent que ce n'est pas la peine d'avoir une application parce que, ce que je vous ai dit, le site, il est responsive web design, c'est un argument qui ne tient pas 3 secondes face à quelqu'un d'aussi sensé que vous et qui manipule les données aussi habituellement que vous. Donc, attention à cette... Donc, la visibilité, ce n'est pas seulement le web, c'est aussi la visibilité de votre app, c'est aussi la visibilité de votre entreprise sur Google Maps, c'est aussi la visibilité de votre entreprise dans Google Shopping, c'est aussi la visibilité de votre entreprise dans les réseaux sociaux. Et donc, vous voyez, il y a plein de visibilité. À commencer par les 2 premières distinctions, je reviens un petit peu en arrière, 2 premières distinctions, visibilité de moteur de recherche et visibilité de large language model sur l'IA. Donc, le tout, c'est d'être visible. Je vous passe les détails de Waldo. Si vous avez un super site Internet et qu'il n'est pas visible, c'est comme si vous aviez une affiche dans le désert. Donc, ça n'a strictement aucun intérêt. Et le search fait partie d'un élément hyper important du marketing digital. C'est une branche importante, aussi importante que le contenu. Et vous voyez cette omnicanalité ou multicanalité, on peut dire, non, on ne peut pas dire les deux, ils ne sont pas synonymes, mais par rapport à ce graphique, on ne sait pas si c'est de la omni ou de la multi, ça vous fait la différence, mais il faut que vous soyez visible en physique, si vous avez des points de vente, un siège social ou un endroit où vous faites des conférences, il faut que vous soyez visible en physique, visible sur le web, visible en mobile, visible en social, et pourquoi pas
je ne vais pas développer, c'est un petit peu trop long, visible dans les métavers, principalement le gaming, mais on passe rapidement là-dessus. Alors, je sais que vous n'appréciez pas trop, et ce sera un exercice à faire sur le search, vous n'appréciez pas trop les taxonomies, les classements, les organisations, parce que c'est un peu délicat à appréhender. Néanmoins, je vous en montre une qui est un petit peu différente des autres, et vous comprenez très bien pourquoi le contenu qui est en bas ici fait partie des racines, et pourquoi le search qui est ici fait partie des branches. La racine des entreprises, c'est d'avoir du contenu, de fabriquer du contenu, et grâce à ce contenu, on peut faire pousser la branche de la visibilité et du search. Mais si vous n'avez pas la racine du contenu, si vous n'avez pas les 5 sites Internet qu'on vous propose, si vous n'avez pas les 2 applications, si vous n'avez pas une présence importante avec un post quotidien, voire le bouquin de Gary Vee, Day Trading Attention, si vous n'avez pas un post quotidien sur les réseaux sociaux et si vous n'avez pas une e-boutique qui permet de faire plein de choses, bah, c'est clair que la branche du search ne poussera jamais. Si vous n'avez rien en contenu, Google ne pourra pas vous trouver parce qu'il n'y a pas de contenu. Donc, à la base, si vous voulez être visible, la première des choses, c'est pour ça qu'on l'a fait en premier dans notre plan de cours, la première des choses, c'est d'avoir un contenu riche, foisonnant, intelligent, qui touche différentes cibles. Et une fois qu'on a tout ce contenu, on peut passer à la phase suivante qui est d'être visible grâce à ce contenu. Donc, il y en a un qui est en racine, la racine, et l'autre qui est en branche. C'est une vision sympathique et un peu moins carré que Whimsical ou que d'autres logiciels de mind mapping. Xmind est un très bon logiciel de mind mapping. Mais passons rapidement. Ça, j'aime beaucoup, c'est ma petite marotte sympathique, des tables périodiques pour les sujets que j'évoque. C'est juste pour vous la montrer, on ne va pas la prendre. Alors, petite série de questions. Qui est le premier endroit où les gens font des recherches? Facile, Google. Quel est le deuxième endroit où les gens font des recherches? Deuxième endroit, c'est effectivement YouTube, bientôt talonné par TikTok, mais pour l'instant, ça reste toujours YouTube. Quel est le troisième endroit? Instagram arrive assez loin derrière. Le troisième endroit, c'est Amazon. Bien vu ceux qui ont les slides sur les yeux. Donc, il faut, et ce sont 3 branches importantes de notre search, il faut, encore une fois, être présent sur Google, ça va sans dire, mais aussi sur YouTube et aussi dans tous les... Alors là, c'est Amazon, mais ça pourrait être Sephora, ça pourrait être Cdiscount, ça pourrait être la Fnac, ça pourrait être n'importe quel site de e-commerce. Et comme sur Google, si votre présence est trop modeste et si vous trouvez que vous n'avez pas assez de clics et si vous trouvez que vous êtes mal référencé, sur Google, vous avez le choix ensuite de faire ce qu'on appelle le SEA, Search Engine Advertising. Vous pouvez payer aux enchères des mots-clés et Google vous mettra en première position tant que vous n'avez pas atteint le cap, parce qu'on capte tout ça, c'est capé à 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros par jour. Et donc, on appelle le capping. Vous mettez un maximum de dépenses par jour, vous mettez votre enchère, et à ce moment-là, vous serez en première position. Ça, vous connaissez tous. Pareil sur Amazon. Sur Amazon, les bandeaux et les premiers résultats sont marqués sponsorisés, tout simplement parce que Amazon a vendu aux marques qui n'avaient pas assez de visibilité la possibilité de faire leur pub à l'intérieur du moteur de recherche de Amazon. Ce qui fait que même quand vous cherchez une marque précise, vous voulez un objet précis sur Amazon, il va vous sponsoriser et il va vous proposer, qu'est-ce que je cherchais là, des écouteurs Bluetooth. Bien sûr, hors de question pour moi d'acheter des Bluetooth de chez BTS que je ne connais pas. Hors de question d'acheter des Panasonic que je ne connais pas. Je n'achèterai
moi, vivant, que des AirPods, des Max, des Pro et tutti quanti. Mais j'ai cherché des headphones et bien sûr, ils ne me proposent pas les Apple. Parce que Apple ne veut pas payer Amazon pour être en première position, parce que Apple se suffit à lui-même. On pourrait même dire que Apple est suffisant, mais ça, ce serait pour les attaquer. Tout ça, c'est payant. Et il y a une filiale de Amazon qui s'appelle AMS. C'est comme AWS, mais on est le W, ça devient AMS. AMS, ça veut dire Amazon Marketing Services. Et Amazon Marketing Services fait 12 milliards de chiffre d'affaires, rien que par des annonces comme celle-là. Et ceci, ça s'appelle retenez le terme, il fait partie du SEO, ça s'appelle du retail média. Et aujourd'hui, les distributeurs comme Carrefour, comme Casino, comme tous les endroits où vous commandez tous les jours, Sephora et autres, ils gagnent beaucoup, ils vont gagner et ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent grâce au retail média. C'est une manière de compenser les faibles marges qu'ils ont, rien que parce que vous êtes. Alors pour ceux qui suivent les slides plus ou moins, je vais sauter quelques slides pour aller sur la slide qui fâche. Désolé, c'est compliqué, mais désolé, c'est comme ça. J'y peux rien. La slide qui fâche, c'est la définition du search. Alors, première ligne tout en haut, quand on dit SEM, ça veut dire Search Engine Marketing. Le SEM, Search Engine Marketing, ça veut dire tout ce qui est sur la page. Quand on dit référencement, ça veut dire tout ce qui est sur la page. De la même manière, quand on dit search, ça veut dire tout ce qui est sur la page. Et vous voyez que cette page se divise en deux, comme je vous l'ai dit, dans la visibilité en premier lieu, le référencement classique sur les moteurs de recherche, et en rose en bas, on ne peut pas appeler ça du référencement, mais du référencement d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que le search? Le search est égal au SEO, Search Engine Optimization, plus le SEA, Search Engine Advertising, plus le ASO. ASO, c'est pour les applications. Ça veut dire App Store, l'App Store, Optimization, comment optimiser la présence de votre app dans le magasin d'applications, que ce soit Google Play, que ce soit l'App Store. SMO, c'est Social Media Optimization. Comment faire pour que votre post arrive en haut du feed, même si vous l'avez posté il y a 3 jours, 4 jours, 5 jours, et même si vous ne connaissez pas la personne. Comment faire pour que votre post Instagram, LinkedIn, X, n'importe quoi d'autre, arrive en première position? Il y a des techniques pour ça. Ça s'appelle le SMO, Social Media Optimization. Il y a le retail média qu'on vient de voir. Le retail média, c'est la pub qu'on fait chez les e-commerçants. Et il y a aussi le local. Le local, c'est Google Maps. Pour faire simple et rapide. C'est le référencement sur Google Maps. Avec des fiches qui s'appellent Google My Business, Google Profile. Chaque entreprise a sa fiche sur Google Maps. Et prenez ce que vous faites chaque jour. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui se font sur Google Maps, qui de Google Maps, la petite fiche descriptive d'entreprise, vont rebondir sur le site Internet. Pour certains commerçants, Google Maps apporte 40% du trafic. Pas pour tout le monde, hein. C'est sûr que pour Bouygues ou pour une école de commerce, ce n'est pas Google Maps qui apporte la majorité du trafic. Mais pour certaines marques, pour certains business, même des business B2B, Google Maps apporte une part importante du trafic. Donc ça veut dire qu'il faut être bien présent. Si on a 5 points de vente, 2 succursales et 3 showrooms, il faut que les showrooms soient bien référencés, bien indiqués, que tout soit clair, etc. Et qu'on ajoute des photos, des commentaires, des réponses aux commentaires. Il faut faire vivre la page Google My Business ou Google Profile. Et tout ça, encore une fois, c'est une partie importante. Et puis, deuxième partie de ce référencement, le fameux SXO, Search Experience Optimization. On va voir ça en détail plus tard. Le SGE, Search Generative Experience.
GEO, c'est Generative Engine Optimization. Et le SAIO, c'est Search Artificial Intelligence Optimization. Tous ces acronymes sont dans le livre, le cahier des acronymes que vous avez dû télécharger au premier cours. Je suis désolé de vous abreuver comme ça de tant d'acronymes, mais vraiment, je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu calés dans le search et qui font déjà des opérations dans leur entreprise ou qui ont des agences qui travaillent pour eux sur ce sujet-là. C'est vraiment comme ça qu'on parle dans le métier, donc je suis obligé de vous le donner comme ça. C'est un peu rébarbatif. Quand on voit ça, franchement, c'est pas très sympathique. Mais bon. Et l'autre, that's life. Vu légèrement différemment, on va pas y passer une demi-heure, c'est toujours pareil, le SEM qui se divise en SEO. Et par exemple, un truc dont je n'ai pas encore parlé, bien que j'ai parlé de YouTube, le VSEO, V pour vidéo. Donc le fait que vos vidéos soient trouvables dans YouTube, SEA, SMO, SEO, le retail média avec Amazon, Cdiscount, local avec la map. Et vous voyez dans le coin à droite, il y a 3 petits points SGE, Search Generative Experience, puisque la suite, c'est le SGE plus le SAIO, ça nous donne tout ça. On va voir tout ça en détail, ne vous affolez pas. Il y en a encore bien plus, ne vous affolez pas. On va commencer par un terme que vous devez absolument maîtriser et que vous devez absolument appeler comme les pros l'appellent. Alors, ceux qui ne connaissent pas appellent ça SERP, mais on l'utilise tellement, et vous savez tous ce que c'est, bien sûr, on l'utilise tellement qu'on n'appelle plus ça SERP, on appelle ça une SERP. Donc, on a fait un acronyme, un mot, donc tout le monde parle de SERP. La SERP, c'est tout simplement la page de résultats que vous envoie Google quand vous faites une recherche sur Google. Quand vous cliquez sur la loupe ou quand vous cliquez sur envoyer, Google vous envoie une page avec plein d'informations et cette page, on l'appelle la Search Engine Result Page. Donc la SERP. Donc dans ce monde du search, on parle de SERP à longueur de temps. On n'a pas trouvé de nom encore, mais ça va venir. Hein. Pour l'instant, il n'y en a pas. On n'a pas trouvé de nom encore pour la réponse, on appelle ça la réponse de l'IA, la réponse que ChatGPT fait quand on fait un prompt. On a trouvé un mot pour la manière de poser la question à l'IA, c'est un prompt. Je pense que ça, vous savez tous, et vous savez prompter, puisque une grande majorité des réponses que vous faites au quiz viennent de prompts. Donc, je sais que vous savez prompter. Il n'y a pas encore de nom pour la réponse du prompt. On appelle ça la réponse de l'IA, la réponse de ChatGPT, mais il n'y a pas de mot consacré comme SERP. Donc, on va regarder en détail la SERP, parce que c'est un élément extrêmement important. Donc, bien sûr, on est sur une vieille technologie, puisque la SERP existe depuis, on va dire, une bonne vingtaine d'années. Vous en avez vu des milliers de SERP. Quand vous posez une question, vous avez une SERP qui revient. Vous avez des milliers. Vous avez dû voir l'évolution de la SERP. On parle de l'IA vraiment que depuis 2 ans, mais ça fait facilement 5 ans que Google injecte à mort de l'IA dans la SERP, sans qu'on appelle ça de l'IA, on appelait ça des snippets, des knowledge graphs, des overviews, mais c'était bel et bien du PAA, People Also Ask, mais c'était bien de l'IA. Quand vous tapez dans Google quel est l'âge d'Emmanuel Macron, Google ne vous affiche pas des sites qui vous donnent l'âge d'Emmanuel Macron. Google vous répond directement, Emmanuel Macron a, je ne sais pas quel âge il a, mettons 42 ans. Et PAA, People Also Ask, Google se dit, tous les gens qui ont demandé l'âge d'Emmanuel Macron, après, ils ont demandé l'âge de Brigitte. Donc, ils vous affichent tout de suite, il faut faire le test, tout de suite, ils vous affichent, et Brigitte Macron a tel âge. Et donc, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Calcule que les gens qui demandent quelque chose après demandent autre chose, et donc ils vous donnent directement les 2 réponses, ou les 3 ou les 4. Fut un temps, il donnait aussi l'âge de l'autre playboy de la politique, le Canadien, Justin.
Et il donnait l'âge de Justin, qui est un peu plus âgé que Macron, etc., etc. Bon, je pense que les recherches, vous savez les faire depuis le temps que vous en faites. J'espère que vous utilisez les mots qu'on appelle des concaténateurs, les mots du style and, or, nor, xor, in URL, in title, in body, pour faire des bonnes recherches. Et le commutateur le plus utile s'appelle file type. F-I-L-E-T-Y-P-E, file type, deux points. Et quand vous faites une recherche sur vos sujets de master, sujet de mémoire, c'est pas une thèse chez vous, hein, c'est un mémoire, sujet de mémoire, c'est beaucoup plus intéressant de taper la question que vous avez et de taper derrière file type de .pdf parce que vous n'aurez que des PDF en réponse. Et généralement, l'info sur un PDF, elle est beaucoup plus structurée, elle est beaucoup plus construite, elle est beaucoup plus intéressante pour vous que la globalité des 2 milliards de sites Internet réunis par rapport à la question que vous posez. Et même principe, vous faites à la fin d'une question file type de .ppt et il ne vous donnera que des PowerPoint ou que du Word si vous tapez DOC, etc., etc. Donc le file type est un commutateur extrêmement intéressant, tout comme le in URL, si vous cherchez uniquement des URL ou des in title, in text, etc., etc. Donc après, je pense que tout ça, vous connaissez la partie shopping ads, la partie publicitaire, la partie organique. Quand on parle du SEO, on ne parle que de la partie au tableau qui est verte, c'est-à-dire les résultats gratuits, organiques, naturels que Google donne. Les autres résultats sont le fruit de tractations commerciales, c'est de la pub que vous pouvez acheter. Donc, ce qui est au-dessus ne concerne pas le SEO. Le SEO commence à la partie, entre guillemets, organique, naturelle, blanche. Ce qui pose des problèmes sur des recherches sur mobile, puisque comme le mobile a un écran qui est plus petit, comme les vignettes du shopping sont grandes, comme les pubs sponsorisées sont grandes, eh bien le résultat organique n'apparaît plus. Il faut scroller, ce qui est un peu gênant. On appelle ça des informations qui sont below the fold. Un fold en anglais, c'est un pli. Et par plutôt que je fasse une bêtise dans 2 secondes. Et par assimilation, quand vous avez un journal papier dans les mains, et bien quand vous le pliez, que vous regardez la moitié, il y a tout ce qui est au-dessus du pli que vous pouvez lire et tout ce qui est en dessous du pli que vous ne lisez pas parce qu'il est plié. Il faut retourner le journal pour lire ce qui est en dessous du pli. Et pareil sur Internet, ce que vous voyez sur la première page, on appelle ça above the fold, above the fold. Et tout ce que vous ne voyez pas, pour lequel il faut scroller, c'est below the fold. Petit langage technique sans grand intérêt. Donc, oubliez ce que je viens de dire, ça n'a aucun intérêt. Alors, attention, on va faire une anatomie d'une recherche. Et là, c'est, encore une fois, désolé, c'est très technique. Mais quand vous faites une recherche sur Google, vous pensez, oserais-je dire, vous pensez bêtement, vous pensez que vous faites une recherche sur le web. Or, pas du tout. Vous faites une recherche sur, attention, la copie du web que Google a fait il y a 1 jour, 10 jours, 1 mois, 2 mois, des 2 milliards de sites qui ont chacun 200 pages, des 2 milliards de sites et que Google a copié pour mettre dans ses data centers. Donc, quand vous faites une recherche sur Google, vous ne recherchez pas sur le web. Vous recherchez sur une copie du web qui a été fait par des petits agents qui s'appellent des robots de chez Google. On les appelle les Google Bots, bots comme robots. Donc les Google Bots, ils viennent sur un site et là, ils font un travail que vous savez super bien faire, copier. Donc ils copient le site, ils le collent dans le serveur de Google. Et après, ils voient des liens, donc ils crawlent. Crawler, ça veut dire suivre les liens. Il prend le premier lien, il va sur la page du lien, il ne sait pas ce que c'est. Il prend la page, copier, coller.
Si sur la page, il y a 10 liens, il va sur le lien, copier, coller. Donc, quand vous faites une recherche sur ce qui a été collé par Googlebot. Ce qui explique que pour des sites tout à fait récents, ils ne sont pas sur Google, parce que Googlebot n'est pas encore passé sur le site. Il faut que le designer du site ou le webmaster du site aille sur Google Search Console pour déclarer que le site existe et qu'on souhaite que le Googlebot vienne voir le site. Et après, dans les pages, on peut mettre on peut régler un petit curseur pour que le Googlebot vienne. Il vient par défaut tous les 21 jours, mais si on veut qu'il vienne tous les 45 jours, on met revisit after 45. Et si on veut qu'il vienne tous les jours, eh bien on met un revisit after 1. Et donc il vient tous les jours. Donc c'est comme ça qu'on commande le robot Google. Et puis, si on ne veut pas qu'il voit la page, parce qu'il y a parfois des endroits où on ne veut pas que Googlebot vienne, on met un nofollow. Quand le robot voit nofollow, il saute la page. Il ne regarde pas la page. Et on peut dire nofollow pour Google, mais follow pour Bing, nofollow pour ChatGPT, mais follow pour Perplexity, par exemple. Donc tout ça, c'est de la technique. C'est gratuit. Il suffit de connaître les commandes, c'est gratuit. On met ces commandes-là dans la page, dans ce qu'on appelle des méta, dans des phrases cachées, dans du code caché, un caché qu'on ne voit pas à l'écran, mais on peut très bien le voir si on veut le voir. Et tout ça fait sa petite semoule. Donc le robot fait une copie. Quand vous faites une requête sur votre navigateur, le navigateur envoie la requête sur le moteur choisi. Ne confondez surtout pas navigateur et moteur de recherche. Les navigateurs, ou des browsers en anglais, ce sont des logiciels qui sont installés par vos soins sur votre ordi et qui permettent de naviguer sur le web. Donc, vous les connaissez tous, hein, Safari, Chrome, Firefox, Edge, et puis, j'en oublie un, peu importe. Et celui que j'utilise moi, c'est Brave, qui est très certainement le meilleur. Donc ça, c'est un navigateur. Et de l'autre côté, mais ça n'a strictement rien à voir, il y a des moteurs de recherche. Celui qui a confusé le game, c'est Google, parce que Google, il a Chrome, qui est le navigateur, et il a Google Search Engine, qui est le moteur de recherche. Et on croit que les deux sont associés. Mais sur Chrome, vous pouvez très bien dire que vous voulez faire des recherches sur un autre moteur de recherche qui est Bing, ou Baidu en Chine, ou Yandex en Russie, ou Naver en Corée, ou Cézanne en Tchéquie, ou n'importe quel autre moteur qui puisse exister, DuckDuckGo, ou n'importe quoi d'autre. Donc ne confondez pas moteur de recherche, on parle de ça ici, et navigateur. Il y a beaucoup de confusion. Même par des professionnels. Parfois, je suis étonné de leur méconnaissance là-dessus. Donc, le navigateur envoie sa requête à un moteur de recherche. Le moteur de recherche fait sa sélection dans son index. Encore une fois, son index, il y a des sites qui datent il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce qui explique que parfois, vous cliquez sur un lien et il n'y a rien sur le lien sur lequel vous cliquez. Comment est-ce qu'on appelle cette erreur quand on tombe sur une page vide? La 404. La 404. Alors, retenez cette règle pour toute votre vie. On ne supprime jamais une page Internet. Même si elle est obsolète, même si elle ne correspond plus à rien, on ne supprime jamais une page Internet. Une page HTML Internet, ça pèse 4 kilooctets. 4 kilooctets, c'est rien du tout. C'est-à-dire que pour le poids d'une chanson, vous pouvez mettre 1000 pages. Donc, une page HTML, c'est les photos qui pèsent, c'est les vidéos qui pèsent. Mais la page HTML, elle pèse 3-4 kilooctets. C'est rien du tout. Quand vous regardez un film Netflix, c'est comme si vous aviez 100 000 pages Internet. Donc, ça pèse rien du tout. On ne supprime jamais une page Internet. Éventuellement, on change l'information, éventuellement, on met une redirection, mais on ne supprime jamais une page Internet.
pour éviter l'erreur 404. Justement. Et dès que vous voyez une erreur 404, on peut insulter le webmaster en disant mais grosse bêtise d'avoir supprimé cette page. Quelle que soit la page, elle ne doit pas être supprimée. Parce qu'on ne sait jamais ce que les clients font avec nos pages. Vous envoyez un email en 2020 pour dire voilà notre nouvelle politique commerciale et vous êtes la société XYZ. Moi, en 2025, je tape société XYZ dans mes emails pour voir ce que vous m'avez envoyé. Je tombe par hasard sur l'email de 2020 que j'avais gardé. Je vois le lien, je clique sur le lien. Et bien sûr, vous pouvez dire, mais comme ça date d'il y a 5 ans, la page n'est plus à jour, on l'a supprimée. Eh bien non, il ne faut pas la supprimer. Il faut la garder. Quitte à ce qu'elle soit redirigée ailleurs, on peut faire des redirections. La commande s'appelle redirect after. Et là, il y a un chiffre 0 seconde, 1 seconde, 2 secondes, et on peut faire une redirection. Donc, là, le moteur a votre sélection de réponses. Et là, attention, c'est là que on peut faire la gueule. Donc, votre réponse est prête, mais elle tarde à s'afficher. Tout comme quand vous cliquez sur un podcast, le podcast est prêt, mais il tarde à commencer. Tout comme vous cliquez sur une vidéo, la vidéo est prête, mais elle tarde à s'afficher. La question c'est, pourquoi est-ce que ça tarde? Eh bien parce que dans ce laps de temps, il se passe du real-time bidding de publicité. Real-time bidding, vous comprenez, c'est des enchères en temps réel. Et donc, avant d'afficher la page, Google passe aux enchères en disant qui est-ce qui veut afficher de la pub sur quelqu'un qui fait une recherche depuis Pantin, qui est vraisemblablement étudiant et qui est du sexe féminin et qui a moins de 30 ans et qui a un revenu qui avoisine les 1500 € par mois. Et donc là, Google interroge qui est-ce qui veut faire de la pub sur ce profil. Et donc là, il y a tout un système d'enchères en temps réel. Je vous passe les détails, ce sera l'objet du dernier cours. Il y a tout un système complexe d'enchères en temps réel. Finalement, quelqu'un gagne l'enchère. C'est Sephora qui vous affiche son dernier rouge à lèvres. Et hop, la pub est prête. Donc, on vous affiche la page avec la pub. Pareil pour un podcast. Quand vous lancez un podcast, la première minute est déjà dans votre téléphone. Sauf que on attend, comme vous lancez le podcast, on attend de savoir qui va acheter la pub. Et donc, il y a un système d'enchères en temps réel. Bing, ça va être Carglass. Hop, pub Carglass avant votre podcast. Le podcast est prêt, mais vous êtes obligé de patienter pour que le business de Ad Exchange se fasse. Et donc, c'est un peu rageant, c'est un peu énervant de se dire tout est prêt, j'attends juste que l'abruti qui veut faire de la pub mette l'enchère qui va bien pour m'afficher la chose. Et puis après, la SERP arrive, la SERP, Search Engine Result Page, la SERP arrive, et là, attention, le moteur de recherche examine ce que vous faites de la SERP. Donc, quand vous faites une recherche sur votre domaine d'activité, sur une technologie que vous maîtrisez, et qu'on vous affiche 2 concurrents devant votre site à vous, puis en 3e position, votre site, puis en 4e et 5e, 2 autres concurrents. Et forcément, vous avez envie de cliquer sur ce que dit le concurrent numéro 1, ce que dit le concurrent numéro 2. Vous cliquez pas sur votre site, parce que votre site, vous le connaissez par cœur, donc ça n'a pas d'intérêt. Vous cliquez sur le concurrent numéro 4 et numéro 5. Qu'est-ce que vous indiquez à Google, si c'est Google, le moteur de recherche? Que la ligne 1, 2, 4 et 5 sont très intéressantes. Et en revanche, la 3, elle n'est pas terrible puisque vous n'avez pas cliqué dessus. Donc, ça veut dire qu'il ne faut jamais cliquer sur les liens des concurrents quand on est dans un moteur de recherche. Sinon, vous leur donnez de la puissance contre vous. Donc, dites bien ça dans l'entreprise, dites bien ça aux stagiaires qui arrivent, de ne pas cliquer sur le lien des concurrents. On copie l'URL, on ouvre une nouvelle fenêtre et on colle l'URL. Là, Google n'y voit rien et vous arrivez directement sur la page du concurrent, mais on ne clique jamais dans une SERP parce que si vous cliquez dans la SERP, vous indiquez au moteur que un œil humain et intelligent préfère la ligne 1 à là où vous êtes, la ligne 3. Et même si vous connaissez votre site par cœur, cliquez quand même sur votre site
ça va lui donner de la force. Et faites le test d'ailleurs, hein. Vous demandez à toute entreprise de cliquer sur, en faisant la recherche 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tout le monde clique sur le lien de l'entreprise, et si vous êtes 500 à faire ça, sans rien faire d'autre, vous progressez d'un niveau. Et donc voilà le simplifié, hein, désolé, mais voilà l'autonomie, pas l'autonomie, l'anatomie simplifiée de quelque chose. Donc, on va un petit peu plus loin. On va un petit peu plus loin avec les moteurs de recherche. Bon, bien sûr, vous en connaissez certains. Quelle est la première recherche qui est faite sur Bing? Quand on a Bing installé, ben, on cherche Google pour chercher sur Google parce qu'on sait que c'est plus performant. Vous avez compris avec cette histoire de Googlebot qui copie les 2 milliards de sites Internet dans son index, vous avez compris que c'est très dur de faire une concurrence à Google. Parce que ça veut dire que si je veux concurrencer Google, il faut que j'envoie un robot qui fasse la copie des 2 milliards de sites dans mon index pour faire des recherches. Donc, qui est-ce qui a envie de se taper et de payer pour faire des copier-coller de 2 milliards de sites? Ça coûte un maximum d'argent. Maintenant, Google l'a fait, Google l'exploite, donc Google est tranquille là-dessus. Il a une espèce d'avance qui va être assez imbattable, sauf par la SGE, Search Generative Experience, comme je vous l'ai dit, un autre mode de moteur. Et là, ce sont des inférences. C'est compliqué, oublions ça. Ce sont des modèles qui sont complètement différents. Alors, la volonté. Ça fait 1 heure de cours, ça va? On continue encore un tout petit peu. Peut-être déjà ratiboisé, non, c'est bon? On continue un tout petit peu. Donc, la volonté de Google, c'est d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, comme de toute entreprise. Je vous rappelle que UX étaient mes 2 premiers mots dans mes 2 premières slides du tout début de l'année. Donc, l'UX est important. Donc, Google se demande comment est-ce qu'il peut faire du SXO, donc du Search Experience Optimization. Comment est-ce que Google peut vous faciliter le travail quand vous cherchez quelque chose? Et donc, c'est ça la formule de Google. Elle se dit, le SEO, c'est bien, mais l'expérience utilisateur, c'est mieux. Donc, on va construire le SXO. Alors, attention, c'est là où c'est très important que vous suiviez bien ce raisonnement-là. Un utilisateur quelconque a un besoin quelconque dans un contexte quelconque. Les fameux want to buy, want to go, want to know ou want to do something. J'ai une fuite là, j'ai l'eau qui coule de ma plomberie. J'ai une fuite. Je veux savoir comment réparer une fuite. Donc je vais vite sur Google et je tape comment on fait pour réparer une fuite. Et là, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est d'avoir tout de suite la procédure, la réponse, les outils, prenez ça, ça et ça, faites ça, ça et ça, et ensuite faites ça, ça et ça. Eh bien, c'est ce qu'on appelle, attention, c'est ce qu'on appelle du zéro clic. Vous ne voulez pas, face à votre question, avoir un listing de 50 sites, si ce n'est 2 millions de sites, pour moi, mais un listing de 50 sites qui vous explique la plomberie de A à Z, trouver un plombier près de chez vous. Non, là, vous n'avez pas le temps de l'appeler, vous devez réparer une fuite tout de suite. Et donc, le zéro clic, c'est la fonction que Google a mis en place, mais depuis 2018, de vous apporter directement la réponse dès la première page, sans que vous ayez besoin de cliquer sur un lien qui vous apporterait éventuellement la bonne réponse. Donc la volonté de Google, c'est dès la première page, et bien avant novembre 2022 et le raz-de-marée
absolument phénoménal et que je n'avais absolument pas prévu et qui m'a vraiment super étonné avant le raz-de-marée de ChatGPT, eh bien, déjà avant ChatGPT, donc depuis 2018, Google fait de l'intelligence artificielle au quotidien pour vous fournir dès la première page. Aujourd'hui, ça s'appelle overview.ai, ça s'appelait Snippet, ça s'appelle Knowledge Graph. Il y a plein de noms pour toutes les infos qui vous sont données dès la première page. Et c'est ce qu'on appelle du zéro clic. Alors attention, ça a d'énormes impacts au niveau business, puisque 65% des recherches sont en zéro clic. Vous avez des graphiques, vous avez plein de graphiques intéressants. Peut-être du 2020, c'est pas intéressant. On a mieux encore. Bon, vous aurez mieux dans les slides. 65 à 70% des questions qui sont posées, c'est pas très français, mais vous allez comprendre, sont répondues dès la première page. Donc, pas besoin de cliquer sur un lien. Vous tapez Flowers Lyrics, vous avez les paroles de Miley Cyrus sur la chanson Flowers. Et PAA, People Also Ask, les gens, enfin, Google sait que les gens qui ont demandé les paroles de Flowers, derrière demandent les paroles d'une autre chanson, de Taylor Swift par exemple. Et donc, il va déjà vous proposer les paroles de la deuxième chanson que vous n'avez pas demandé et que la majorité des personnes demandent. Et donc, ils font marcher leur IA pour vous proposer directement les bonnes réponses à vos bonnes questions ou mauvaises questions. Donc, vous comprenez bien que les sites qui vivaient de la publicité qui était infiltrée au milieu des paroles de chansons, ben, ces sites-là n'ont plus de boulot. Puisqu'on ne clique plus sur un nouveau lien pour aller quelque part et avoir 3000 pubs et les paroles mal foutues. Google vous les met en page nickel et pas direct. Donc, les sites qui vendaient des paroles de chansons, enfin de la pub, sur des sites de paroles de chansons, gagnent plus leur vie. Mais il y a plus grave encore. Tous les magazines, tous les quotidiens, tous les médias, dont Google News, dont Google Search Engine, dont Apple News donnent des titres, ce qu'on appelle des droits voisins. Je ne sais pas pourquoi cette expression de droit voisin. Je ne vois pas ce qu'il y a de voisin là-dedans. Enfin bon, ça s'appelle en juridique, ça s'appelle les droits voisins. Eh bien, si vous cherchez le résultat d'un match de foot, et que Google, dès la première page, vous met le titre de l'équipe avec le résultat du match de foot, eh ben, ça vous suffit. Donc, vous n'allez pas sur le site de l'équipe. Donc, l'équipe qui vendait du trafic qui venait de Google pour justement voir le résultat du match de foot, comme vous avez le résultat, vous n'allez pas voir. Il y a quelques pourcents de personnes qui veulent avoir non seulement le résultat, mais en plus le commentaire de machin, truc et bidule. Donc là, ils vont cliquer sur le site de l'équipe et ils vont avoir un paywall parce que l'équipe ne veut pas donner l'information gratuitement. Donc, l'équipe vous fera payer. Donc, on trouvera un autre endroit pour ne pas faire payer. Donc, il y a une espèce de bras de fer. Écoutez-moi bien, là, c'est important. Il y a une espèce de bras de fer entre les gens qui proposent de l'information et ceux qui la possèdent. Ceux qui la possèdent ne veulent pas donner à Google et à Apple cette information parce qu'ils disent « c'est un manque à gagner de visite pour moi ». On est OK là-dessus? Deuxième partie de cette même histoire, il y a des magazines, le New York Times en tête, je crois que c'est le New York Times en tête, qui interdit à ChatGPT, Perplexité, à toute l'IA, de venir lire les articles du New York Times parce que le New York Times dit « je ne veux pas que vous entraîniez gratuitement votre IA sur mes papiers qui sont payants. Donc, je vous interdis de venir chez moi. » De la même manière, beaucoup d'éditeurs, en premier un éditeur américain qui s'appelle Wiley, W-I-L-E-Y, Wiley interdit que les robots d'IA viennent lire les livres. Alors, il y en a qui disent, et je vous laisserai réfléchir à ça, c'est une réflexion plutôt philosophique qui n'a pas grand-chose à voir avec le marketing digital, donc on ne va pas l'aborder ici. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de partager l'information en disant que
plus on la partage, plus ça fructifie, et plus on cite la source du New York Times, plus ça peut me procurer des personnes qui vont s'abonner payant chez moi parce qu'ils voient que je suis la source de beaucoup d'informations, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que l'information doit être gardée dans ce qu'on appelle un walled garden, je vous dis à la française pour que ce soit plus clair, un walled garden, donc un jardin privé clos de murs. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre des paywalls sur toutes les informations en disant ce qui appartient au New York Times reste au New York Times et personne ne peut le lire sans avoir payé l'abonnement au New York Times. Et ce n'est pas parce que ChatGPT paye l'abonnement au New York Times que ChatGPT peut le lire et le remettre à disposition des autres. Moi, j'ai un avis là-dessus et vous commencez à me connaître, donc vous savez quel avis j'ai là-dessus. Je ne veux pas vous influencer, ayez l'avis que vous voulez. Est-ce que des livres et des articles, ça ne relève pas aussi un peu de la propriété intellectuelle? Si, absolument, absolument. Mais moi qui ai écrit 13 livres, je rêve que d'une chose, c'est que Google les lise, que Perplexity les lise, et que dans la réponse de Perplexity ou de ChatGPT qui dit quel est un de mes best-sellers, c'est la fonction chef de produit ou le marketing digital de @z, je rêverais d'être la source de ChatGPT pour dire selon Hubert Kratirov, moi je paye pour ça. Ça ne voudrait pas dire que... Je pense que je vendrais plus de bouquins. Je peux de voir que tous les livres. Mais allez-y. Oui, oui, je suis pour ça. Et c'est ma vision. Je ne vous invite pas à la partager. Vous avez raison, c'est de la propriété intellectuelle et en droit pur, le copyright est là et on n'a pas le droit de faire ça. Mais moi, ma vision est différente, elle est plus progressiste. Et moi, malheureusement, je n'ai pas la carrure pour, mais je souhaiterais être la source de tout ce que ChatGPT et Perplexity et tout l'IA, ou même Google, donnent sur le marketing digital en français. Ça me ferait faire des conférences à 5 000 € la conférence, plutôt que d'écrire des bouquins. Vous savez combien ça rapporte d'écrire un bouquin? Globalement, 1 000 € par an. C'est rien. On gagne 1 à 2 € par bouquin. Donc tu penses bien que plutôt que de vendre un ou deux bouquins, enfin, un ou deux bouquins en plus, je préfère largement faire une conférence à 5 000. Mais bon, maintenant, ce n'est pas, ce que je vous raconte là, c'est ma vue personnelle, ce n'est pas la loi. Ou faire une mission de consulting à 50 €, je préfère largement faire ça. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas dans mon sens, on est dans un autre sens. Eh bien, les amis, je vous propose de faire, non pas une pause tout de suite, mais dans quelques instants, de vous briefer sur les workshops à faire sur le cours précédent, sur le contenu. J'espère que ce début de cours sur le search ne vous a pas trop dégoûté de la matière. C'est vrai que c'est un peu technique, un peu compliqué, mais bon, il faut passer par là. On se lance. Un petit tour du côté de Suicide. On en est où? Thomas, Rita, Clémentine, Sandrine, Louise, Dénia, Tristan, Landris, Bastien, Anatal. Vous n'avez pas signé la deuxième heure. Et les mêmes n'ont pas signé la première heure. Donc, je voulais signer tout ça. Et on passe, excusez-moi un instant, on passe à... On passe au workshop. Donc, je vous propose de faire... On va se remettre ou pas? Ah,
Veille. Je vous propose de faire le workshop 10, pas 22, et ensuite, au choix, dans le groupe, vous choisissez entre le workshop 23-24, c'est 2 livres. Je préfère le livre numéro 23, c'est un livre de Pulizzi sur l'épique et sur le storytelling, justement. Mais je vous laisse choisir. Donc, je répète, on va les voir ensemble. 10, 20, 22, 23, donc les voilà. Je vous briefe un peu plus dessus. Que j'ai simplement. 10, c'est un workshop sur le nudge. On va parler rapidement du nudge. C'est une manière d'écrire qui s'appelle le UX Writing. Vous l'avez fait dans le quiz. Le UX Writing ou le copywriting ou le nudge, c'est une manière d'écrire qui va inciter les gens à faire ce que vous avez envie qu'ils fassent. Et là, j'ai pris des exemples tout simples et tout bêtes pour que vous testiez le titre que vous pouvez donner à ces choses-là pour inciter les gens à voter, pour inciter les gens à s'inscrire sur votre base de données, à s'encarter, comme on dit, ou à s'embaser. C'est pas très beau comme mot, mais c'est le mot consacré. Quand quelqu'un vient s'inscrire dans votre newsletter, on dit qu'on l'a, c'est très très moche, hein, on dit qu'on l'a embasé. Très moche, mais bon, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme tournure, comme manière d'exprimer les choses pour que les gens fassent ce que vous avez envie qu'ils fassent? Deuxième workshop, le 22. Le 22, vous pouvez le faire, c'est un sémantique, un cocon sémantique. Le 22, vous pouvez le faire soit sur Whimsical, si vous aimez Whimsical, soit sur Miro, soit sur Canva, soit sur ce que vous voulez, soit tout simplement en texte. Je vous explique ce que j'attends du cocon sémantique, c'est très technique, attention. C'est du content, bien sûr, mais c'est très technique. Le cocon sémantique, c'est une manière de populariser artificiellement une page qui parle d'un sujet qui est proche de votre entreprise et qui va constituer les liens principaux vers la page que vous souhaitez augmenter, grossir sur votre site. Donc, prenons un exemple très simple. Vous êtes Sephora, vous avez une page coffret de Noël avec un parfum, un baume et un shampoing. Vous voulez qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent sur cette page. Donc, vous avez les pubs, vous avez plein de moyens de faire venir les gens sur cette page. Très bien. Et en plus, vous allez créer un cocon sémantique. Donc, le cocon sémantique, c'est-à-dire que vous allez trouver un sujet qui est bien choisir les parfums pour les membres de votre famille. C'est le titre de la page. Vous allez développer, pour une personne âgée, on fait ça, pour une personne jeune, on fait ça, pour une personne dynamique et écologique, on fait ça, attention aux allergènes, blablabla. Bla, bla, bla. Et pour que cette page arrive en première position, ce qui va, quand cette page sera lue, vous déclencher des ventes. Pour que cette page arrive en première position, on fait un cocon sémantique autour de, normalement c'est 9, mais on peut se contenter de 7 pages. Donc il faut inventer 7 pages qui tournent autour de ce sujet principal et qui soient des liens qui vont vers la page principale. Donc le cocon sémantique, c'est de trouver, vous prenez une entreprise que vous connaissez bien, prenez une entreprise que vous connaissez bien, vous prenez la page que vous voulez populariser. C'est cette page qu'on veut populariser. Donc, vous me créez un cocon sémantique autour de cette page. C'est-à-dire que prenez le sujet de cette page, vous en faites un sujet principal, pour une page principale, et vous mettez 9 pages autour qui sont des liens vers la page que vous souhaitez populariser. Et quand vous avez un cocon sémantique, Google va prendre la page principale et la mettre en premier résultat. Donc, je reviens sur mon exemple Sephora. La page avec là où on veut commander, où on peut commander les coffrets pour Noël, ce n'est pas
cette page-là qu'on va mettre en avant, c'est une page qui parle de Noël, qui parle des cadeaux ou qui parle des parfums avec son complément sémantique. C'est cette page-là qui va propulser les commandes pour Noël. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle un cocon sémantique, donc à faire. Et ensuite, on a dit 23 ou 24. Moi, je vous conseille plutôt 23. C'est un livre de Pulizzi, extrêmement intéressant sur le point de content. Et le plus important, alors là, écoutez-moi bien, le plus important, c'est un calendrier rédactionnel sur Airtable. Airtable, c'est un logiciel majeur du marketing digital. Qui est-ce qui utilise déjà Airtable? Une personne, deux personnes. Donc, génial, ce sera l'occasion pour les autres de découvrir Airtable. Donc, vous allez créer un compte Airtable et on va vous poser des questions. Dans quel domaine travaillez-vous? Vous mettez marketing. Qu'est-ce qui vous intéresse? Vous mettez marketing. Écoutez bien la procédure. Non. Et quand vous ouvrez pour la première fois Airtable, Airtable vous propose des templates gratuits. Donc, vous allez cliquer sur le template qui fait un Content Calendar. Il va vous proposer un calendrier de contenu déjà tout fait. Mais bien sûr, vous devez le modifier. Nous, on va faire le calendrier de contenu du... Vous pouvez fermer la fenêtre, il y a un peu trop de bruit. Le calendrier de contenu du premier trimestre 2025. Donc, vous allez devoir changer les dates de cette table. Pour l'instant, c'est 2022. Le template, il est donné en 2022. Donc, pour l'instant, c'est 2022. Donc, il faut changer les dates à 2025. Ensuite, il faut bien sûr changer le responsable de chaque action. Ce ne sera pas Sarah Jones, John Doe et John Smith. Ce sera les membres du groupe. Donc, vous mettez vos noms et il y aura des responsables. Vous avez mis des dates. Vous changez bien sûr les intitulés des opérations. Et vous me faites un calendrier pour le produit que vous voulez, le produit d'une entreprise de votre groupe. Et vous dites, voilà, qu'est-ce qu'on peut publier en janvier, février, mars 2025. Et donc, pourquoi pas un post Instagram au 1er janvier pour souhaiter bonne année? Pourquoi pas un article LinkedIn sur les nouvelles tendances 2025? Pourquoi pas un livre blanc sur la technologie XYZ? Pourquoi pas inviter dans notre podcast 5 chercheurs qui ont eu le prix Nobel? Pourquoi pas? Alors, voilà, hop, vous faites votre grille de contenu, votre calendrier de contenu. Alors, écoutez-moi bien, Airtable, à l'origine, et il faut que vous alliez à l'origine, ça fonctionne comme Excel. C'est un tableur avec des cellules et des cases. Donc, trouvez l'endroit où il y a, ça s'appelle Table, sur Table, c'est assez logique. Trouvez l'endroit où il y a Table et rentrez à la main les choses dans Table. Après, vous cliquez sur Calendar et vous allez voir que tout ce que vous avez mis dans Table se retrouve présenté sous forme d'un calendrier. Et ensuite, vous allez cliquer sur Galerie et vous allez voir que toutes vos opérations deviennent des petites vignettes sur lesquelles on peut cliquer et que l'on peut agrandir. Et ensuite, vous allez faire une autre présentation qui est la présentation par personne responsable. Admettez que vous soyez dans une entreprise, vous avez 6 personnes qui bossent au marketing digital, vous avez donné des articles à faire pour 6 personnes, eh bien, comment est-ce que je retrouve ce que fait la personne 1, ce que fait la personne 2, ce que fait la personne 3? Et tout ça dans Airtable, ça marche avec un système de filtre et de vue. Donc, et après, quand vous avez fait tout ça, vous m'envoyez le lien donc, dans un mail avec juste votre numéro de groupe. On n'a pas besoin de mettre groupe D, TDD, machin chose. Juste, vous êtes groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous remonte vos numéros de groupe. Vous pouvez bien sûr complètement changer de groupe si vous le souhaitez, mais bon, votre numéro de groupe, c'est celui qui est ici. Julien est en 7, Garance en 5, Alexandre en 1, etc. etc. Donc, si c'est OK, on ne change rien. Si une personne veut passer d'un groupe à l'autre, n'hésitons pas, on peut changer de groupe. Mais il y a
4 groupes de 5 personnes et un groupe de 7 personnes. Si un membre du groupe 1 veut aller dans un groupe où il n'y a que 5 personnes, pas de problème, vous me le dites et puis on fait le changement. Donc vous m'envoyez juste le groupe 1, le lien Airtable, le résumé du bouquin de Pulizzi, le cocon sémantique et le troisième, j'ai oublié ce que c'était, le nudge, vos phrases de mail. Donc je répète, toujours en texte dans le mail, sans pièces jointes, pour que je puisse les lire plus rapidement sans cliquer sur un Word qui ne va pas s'ouvrir ou n'importe quoi. Donc, on se retrouve. Non. Minutes avant la pause. Et je donne 40 minutes après la pause, on se retrouve ici à 15h40 avec les mails envoyés.